Iconic Business au Palais Galliera. Elle fait sensation avec son style affirmé, revendiqué, durable et non genré. Jeanne Friot, bonjour. Bonjour. Créatrice, fondatrice de sa marque du même nom en 2020. C'est au cœur de l'exposition 1997 Fashion Big Bang que je la retrouve. Ça a été le Big Bang pour vous en 2020 justement avec la création de cette marque? Oui, un gros Big Bang en 2020, création de la marque pendant le Covid. Donc, c'était pas le meilleur moment, mais c'était un beau moment. Un moment où on a pu développer l'identité de la marque et l'image et l'ADN pour après, aujourd'hui, pouvoir se stabiliser et proposer des collections à la vente et dans des showrooms et les défilés depuis 3 saisons. Ouais, 3 saisons de défilé. Et la question à l'heure actuelle, parce qu'on vous voit beaucoup, qui Mmh. est Jeanne Friot? Et je crois que tout le monde vous pose la question. Ouais. Et est-ce que vous avez maintenant une réponse clé en main? Peut-être, Jeanne Friot, c'est moi. Du coup, c'est mon nom qui est le nom du label. J'ai voulu avec ce label défendre une mode, durable, de produire de manière éco-responsable, défendre une mode qui est non genrée. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un vêtement, qu'on considère comme une histoire d'amour. On tombe en amour du vêtement, qui est pas proposé pour un homme ou une femme, en tout cas sans barrière de genre et tout ça fait en France. Quand on lance d'abord une identité plutôt qu'une marque, on lance un univers? Je pense que c'est un savant mélange de tout, en tout cas je l'espère. Moi je sais que c'était important pour moi de créer une marque avec des valeurs très ancrées, de parler de ma communauté qui est la communauté queer, de parler, du fait que je suis une femme et donc ma marque a un nom de femme et c'est important d'être visible en tant que femme aujourd'hui, aussi en Tout tant que à fait. créatrice parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les studios, il y a beaucoup de femmes, à la télévision, il y a beaucoup de femmes, à l'intérieur des maisons, et il y a peu de femmes qui sont visibles en tout cas sur ce poste-là qui est, d'être créatrice de mode ou d'être directrice artistique d'une marque et c'est important qu'il y en ait de plus en plus et que les petites filles qui nous regardent aujourd'hui aient des beaux repères comme ça. Un vrai engagement et un rôle modèle. Est-ce que c'est prime à l'heure actuelle à celui ou celle qui réinvente et qui bouscule? J'espère, en tout cas, j'espère qu'il y aura de plus en plus de modèles comme le nôtre, qui produisent de manière, responsable et qui repensent la manière de produire aussi, qui essayent de travailler avec nos industries françaises parce Mmh. qu'elles sont un peu en train de tomber en désuétude, à part des grosses maisons comme Hermès qui aujourd'hui ont créé leurs industries à l'intérieur de la France, on part tous un peu, en Italie, au Portugal, dans d'autres continents et c'est important de ne pas perdre nos savoir-faire. Et justement, vous parliez de votre savoir-faire et des matériaux. Comment Mmh. vous effectuez le sourcing? Comment ça se passe où vous allez chercher toutes ces pièces? Oui, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail que mon équipe fait sur le sourcing par rapport au vintage. Parce que, par exemple, sur des pièces comme les kilts qu'on a proposées depuis 2 saisons, toutes les ceintures qui sont apposées sur les kilts sont vintage. Donc, c'est énormément de recherche en amont. Chaque pièce est unique. Et après, on travaille aussi avec une société qui s'appelle Nona Source, qui a été créée il y a peu, qui reprend les stocks dormants des maisons de luxe, Mmh. notamment des maisons des LVMH, et qui nous permet de les racheter et de pouvoir produire avec ces stocks et ces tissus qui dorment pendant un certain temps et que personne n'utilise et qui sont quand même très qualitatifs avec un vrai suivi. On sait les composants de la matière, d'où ils proviennent et on peut leur redonner une nouvelle vie et ne pas les laisser à l'abandon. Et ça veut dire que ça se retrouve aussi sur le prix. Est-ce que Oui, c'est une manière d'emporter aussi la clientèle dans oui. cet engagement, montrer que les choses ont une valeur Oui. véritable? Oui, ça se retrouve sur les prix forcément parce que c'est de l'upcycling de luxe, Mmh. c'est du temps de recherche. Fabrique en France, ça a un coût. On sait pourquoi les gens ne fabriquent plus en France aujourd'hui. Donc vraiment, quand on va venir chez nous, on va acheter un produit qui est qualitatif. On sait comment c'est fini, on sait d'où ça provient, on connaît tous ces engagements. Et après, on tombe en amour des coupes, de la matière, des propositions. Ça peut aussi être ça. Mais c'est vrai que forcément, on est à un prix qui est un peu plus élevé que la moyenne. C'est de l'upcycling de luxe. Donc ça se retrouve au final sur notre clientèle. La clientèle doit aussi avoir des valeurs. Est-ce que vous avez l'impression que l'industrie de la mode, on est dans un musée? Est-ce que c'est tout aussi figé ou alors finalement la mode a toujours absorbé les nouvelles valeurs de la société, une nouvelle façon de penser? Oui, je pense que la mode, ça évolue tout le temps et c'est ça qui m'intéresse dans ce médium, c'est que il y a des jeunes créateurs qui arrivent tous les jours, il y a des nouvelles places à faire, il y a beaucoup de choses à bousculer et c'est pour ça que je suis contente qu'on puisse éclore aujourd'hui avec les valeurs qui sont les nôtres. C'est que tout est à refaire aussi après le Covid où finalement tout a basculé. Il faut des nouvelles propositions, il faut des nouveaux engagements et il faut changer certaines choses qui sont établies depuis un peu longtemps. Ouais. Alors on peut dire que vous êtes peut-être en avance sur votre temps aussi, mais est-ce qu'il y a une adéquation et est-ce que c'est en accord avec le public? Parce qu'en Oui. face, il y a un business model Oui. et donc
donc il faut que ça se vende. Oui, complètement. Bah, c'est ça où c'est très surprenant, c'est qu'on a des pièces qui sont devenues des hits, comme le jean à plumes brodées, qui, je pensais, était une pièce plutôt créative. Et finalement, les gens viennent chez nous pour cette pièce-là. Je pense que aussi proposer une mode non genrée, ça permet à un plus large public de pouvoir s'identifier, notamment aux hommes qui ont peu de propositions, autant que nous, les femmes, en avons aujourd'hui dans la mode. Et quand on va dans les magasins hommes, on voit à quel point les couleurs sont ternes, à quel point il y a peu d'embellissements, peu de plumes, peu de broderies, etc. Donc il faut un renouvellement du vestiaire masculin aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'une certaine catégorie de clients viennent chez nous pour trouver ces options qu'ils n'ont pas sur d'autres marques. Une nouvelle marque, est-ce que vous vous sentiez coincé quand vous étiez, par exemple, chez Balenciaga, etc., ou ça nourrit votre parcours? Ça nourrit mon parcours. J'ai appris énormément grâce à toutes ces marques par lesquelles je suis passée, autant de l'engagement des créateurs qui y sont que des coupes, comment on transforme une structure, comment est-ce qu'on perçoit un vêtement en modèle, en sculpture du début jusqu'à la fin, comment est-ce qu'on décompose, on recompose, on fait avec l'ADN de la maison. Et c'est quelque chose que j'adore faire parce qu'on a un ADN tellement puissant dans une marque telle que Balenciaga qu'il y a beaucoup de recherches à faire et il y a beaucoup d'histoires à raconter. Et comment on sent quelques jours après son défilé, quelles ont été les sensations et les retombées? C'est un peu un roller coaster, donc ça monte très vite, ça redescend très vite et j'ai la chance de continuer à en parler aujourd'hui et de continuer à rendre visibles les choses. Je vois que l'histoire a touché aussi beaucoup de monde, on reçoit beaucoup de messages et c'est très agréable. Et est-ce que ça aide les retombées économiques et les financements pour qu'il y ait une pérennité justement avec cette belle maison? Ouais, j'espère. Là, je vois en tout cas que les acheteurs et le retour aussi sur les showrooms après les défilés sont positifs, on commence à entendre beaucoup parler de la marque, donc ça fait aussi en sorte que certaines maisons ou magasins puissent prendre position sur nous, là où avant c'était plus difficile pour eux de le faire. Donc j'espère que oui, ça va être une belle retombée économique pour la marque et pour pouvoir continuer à payer mes équipes et à se développer encore. Et donc finalement, les retombées, elles ne sont pas que du côté Pharrell Williams, il y a de la place pour Non, les autres. j'espère. Des pièces qui finiront peut-être au cœur du musée, ce temple de la mode, découverte justement avec Eva Jaco et la directrice Myrène Arzalus. Myrène Arsalous, bonjour. Vous êtes la directrice du musée Galliera depuis 2018. Alors on est ici dans un lieu unique dédié à la mode, mais c'est aussi un palais. Et c'était un palais dédié à l'art. Alors de l'art à la mode, il n'y a qu'un pas. Tout à fait. En fait, à l'origine, c'est un bâtiment qui a été construit pour accueillir, pour présenter une grande collection d'art qui appartenait à la duchesse des Galliera. Elle avait l'envie de faire une donation à la ville de Paris de cette incroyable collection, sauf que elle a changé d'avis, mais voilà, elle a voulu quand même finir la construction de ces palais qu'elle a quand même donné à la ville de Paris. Et c'est depuis 1977 que le musée de la mode est installé, ou que la ville a décidé d'installer ici un musée consacré entièrement à la mode. Alors ce musée, il vit au rythme de grandes expositions thématiques. Comment est-ce qu'on choisit une exposition ? C'est tout un processus, c'est surtout une réflexion collective en interne. Nous essayons toujours de maintenir un équilibre pour attirer un public le plus large possible. Et surtout, on essaye de présenter à la fois, bien sûr, des rétrospectives des grands créateurs pour parler de cet apport d'un point de vue créatif à l'histoire de la mode, mais aussi d'autres sujets, d'autres expositions plus transversales, plus thématiques, qui abordent la mode depuis plusieurs angles, d'un point de vue sociologique, politique. Oui, parce qu'il faut faire plaisir à la fois à un public pointu, le public parisien, et à un public plus large, parfois même des touristes. Combien il y a d'expositions par an au musée Galliera ? Maintenant, depuis, comme vous le savez, nous avons mené à bien un projet de rénovation très importante. On a doublé la superficie d'exposition. On a créé des nouvelles galeries précisément pour pouvoir présenter une exposition des collections qui n'existait pas avant, parce que ça répondait quand même à une attente forte de nos visiteurs, de nos fidèles, qui cherchaient une histoire de la mode et pas qu'il y ait des expositions très pointues. Donc maintenant, on combine une programmation d'exposition temporaire avec notre exposition des collections.
Et alors Voilà. justement, l'exposition qu'il y a en ce moment, qui vient juste de débuter, La mode en mouvement, c'est une exposition, ce que vous appelez des collections. C'est la Tout à fait. deuxième, c'est ça, il me semble. C'est la deuxième, tout à fait. Et c'est le moyen d'attirer un public plus large, mais aussi les touristes. Voilà. C'est un moyen de tout faire. Et pour cette deuxième présentation, nous avons choisi la mode en mouvement, les corps en mouvement, pour faire écho aussi aux Jeux Olympiques qui arrivent l'année prochaine. Je pense que toute la ville et toute la vie culturelle, aussi toutes les institutions culturelles, on est d'une manière ou d'autre mobilisées autour de cet grand événement. Donc voilà, il s'agit de raconter cette histoire aussi de l'évolution, de la relation entre le corps et les vêtements et voilà, d'événements qui ont été perçus, conçus pour l'activité physique, l'activité sportive. Merci beaucoup Myrène Salous. Je vous en prie, merci à vous. À Paris, au Palais Galliera, avec la créatrice Jeanne Friot qui est toujours avec nous, un Paris capitale de la mode durable, car il y a d'autres villes qui comptent à présent. Est-ce qu'il faut compter aussi dans votre périple et dans les Fashion Week avec Copenhague ou Séoul peut-être? Est-ce que c'est une clientèle qui est plus au fait? Oui, c'est sûr que par exemple Séoul, ce sont des clients qui sont très à même de la marque et qui nous ont sauvés au début et qui sont venus acheter et parier sur nous. Copenhague aussi, vraiment un peu partout dans le monde, on a des très bons clients très fidèles, donc c'est grâce à eux qu'on peut encore vivre aujourd'hui. Est-ce que l'Asie peut être un marché cible? Parce que là aussi, c'est même un laboratoire pour certaines maisons Oui. et certaines griffes, parce qu'on va d'investir homme à investir femme sans distinction. Oui, oui, je pense que le marché asiatique est très important pour nous et en tant que jeune créateur, c'est sûr qu'il est un des plus importants qui nous permet de continuer et qui bête sur ces marques-là à un certain moment. Bon, c'est quand même allé très vite pour vous. Vous êtes issu d'une famille d'artistes. Est-ce que là, maintenant, vous vous sentez l'un des leurs? Est-ce que vous vous sentez artiste aussi? Oui, je pense. Avec les jeux de couleurs, les jeux de lumière et les jeux de matière? Oui, c'est vrai que j'ai toujours été dans ce milieu-là, donc j'ai grandi en ayant la chance d'être au milieu des concerts, au milieu des expositions. Je pense que ça a forcément façonné mon œil sur comment est-ce que je produis mon monde et mon univers aujourd'hui. Donc oui, je pense que je fais partie des leurs depuis le début. Ouais. Et si tout se résumait de votre côté et à votre griffe à un cri de liberté, est-ce que c'est ça qui vous définirait? Oui, j'espère. Vous espérez? Bon, et si vous deviez choisir des iconiques, c'est une tradition pour nous dans l'émission, on choisit des iconiques. Bon, allez, je vous demande une figure de la mode. Une figure de la mode, Sonia Rykiel. Évidemment. Une pièce? Une pièce, le kilt. C'est pas mal. Merci Jeanne Friot d'avoir été avec nous.